Voilà, l'enregistrement est lancé. Alors, tout d'abord, bonjour au candidat Harold Robert. Il avait à travailler sur le sujet suivant. Attribution de sens à la déperdition scolaire et au dysfonctionnement familial. Et il prend comme cas celui des jeunes du projet HA 0806 de Compassion internationale. Donc, il a comme directeur de mémoire le docteur Wilson Lindor, suppléé par le docteur Sylvestre Nelson. Et il a comme rapporteur de son travail le docteur Patrick François, qu'on salue et qu'on profite de le remercier pour sa collaboration avec l'IES depuis quelque temps déjà. Et on le remercie encore pour sa collaboration. Alors, Harold Robert, tu dois ouvrir ta caméra quand tu fais la soutenance. Hein? Et puis, tu as la parole pour 10 minutes. D'accord. Je salue les membres du jury et je salue spécifiquement le docteur Fred Selimen, le président de ce jury. Je salue également les différents collègues et les différents camarades qui suivent cette présentation. Alors, le sujet sur lequel mon travail de fin d'études a été réalisé, c'est bel et bien attribution de sens à la déperdition scolaire et au dysfonctionnement familial, cas des jeunes du projet HAU 106 de Compassion internationale. Donc, pour le plan de cette présentation, d'abord, je vais faire une petite introduction qui situe le contexte de cette étude. Après, la problématique va être abordée, suivie de la méthodologie utilisée pour collecter les données. Ensuite, les résultats obtenus lors de cette étude vont être partagés. Après, nous verrons également la signification de ces résultats. Et enfin, les apports de cette étude vont être pointés du doigt dans la conclusion. Alors, en guise d'introduction, permettez-moi de situer le contexte de cette étude. Alors, il faut dire que la déperdition scolaire, c'est un sujet complexe et c'est aussi un sujet universel. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont mis le cap sur plusieurs facteurs de la déperdition scolaire. Cependant, l'acteur principal même, à savoir l'écolier, qui aurait pu être le mieux qualifié à attribuer un sens à sa déperdition scolaire, a été ignoré dans les études antérieures. En ce sens, la question de recherche soulevée à ce contexte, c'est quel sens les élèves attribuent-ils à la déperdition scolaire et au dysfonctionnement familial. Maintenant, pour trouver une réponse à cette question, la théorie de l'interactionnisme symbolique, c'est cette théorie qui a permis de trouver la réponse à cette question de recherche. Donc, l'objectif général de cette étude, c'est d'explorer les récits des enfants en déperdition scolaire, décrivant leur propre expérience de dysfonctionnement familial. Pour atteindre cet objectif, il y a 4 autres objectifs secondaires qui ont été formulés et poursuivis également. D'abord, c'est de collecter des narrations sur des interactions entre des enfants, des membres de leur famille et des personnes de leur école. Ensuite, décrire le langage et les symboles partagés lors de ces interactions, restituer les significations que chaque enfant acteur attribue à la déperdition scolaire et au dysfonctionnement familial. Et enfin, c'est de comparer comment les attributions de sens à la déperdition scolaire et au dysfonctionnement familial changent d'un enfant acteur à un autre.
Pour la méthodologie de ce travail, eh bien, l'approche qualitative a été privilégiée pour mener cette étude en vue de développer la méthode d'enquête et la méthode d'analyse rhétorique. Et il y a quatre outils qui ont été expérimentés lors de cette recherche. C'est d'abord une grille d'analyse du dossier académique des élèves, ensuite un guide d'entretien structuré qui permettait de collecter la narration des élèves. Après, il y avait également une forme de conseil dans leur approbation aux élèves de participer à l'enquête. Et enfin, un canal de des données a été également conçu de présenter les activités. Les résultats de cette étude ont permis de faire plusieurs découvertes. Premièrement, les interactions entre les élèves et les membres de la famille, entre les élèves et les membres de leur école, sont des interactions qui sont révélées fâcheuses. Parce que tout simplement, ces interactions sont caractérisées par des relations disharmonieuses et des relations inamicales. Deuxièmement, également un langage critique ou aussi leurs interlocuteurs. Autre aspect des résultats obtenus, il faut dire que la déperdition scolaire a été vue comme étant une option pour les élèves afin de se distancier des prédateurs sexuels, méthodes pédagogiques médiocres, des réprimandes publiques, punitions corporelles, des incompétences administratives, des influences malveillantes et aussi des attitudes hostiles. Alors, tout ça là se rapporte au vécu scolaire des élèves. Les résultats ont permis aussi de faire cette découverte, c'est que le dysfonctionnement familial affecte la déperdition scolaire par les motifs suivants. Les abus corporels, les insultes, les influences néfastes et les isolements. C'est au vécu des élèves au sein même de leur famille. Et enfin, comme résultat obtenu, il faut dire que les maux sociaux suivants affectent à la fois l'école et la famille. Ce sont les malaises qui se rapportent à l'altérité, à la violence verbale, à la violence corporelle, au fait d'être un témoin de violence, à la fratrie et la famille recomposée, à la monoparentalité et à la cohabitation. Maintenant, que signifient ces résultats? Eh bien, ces résultats signifient que l'école et la famille ont failli à leur mission protective. Parce que ces deux institutions-là se sont érigées en des lieux de perpétration d'injustice sociale. Ces résultats aussi permettent de voir que ces injustices sociales sont à la fois institutionnalisées et instrumentalisées. Il faut dire que cette étude a permis de combler ce vide empirique qui est l'absence de l'acteur principal dans la déperdition scolaire, à savoir l'élève même. Qui a permis d'évaluer 4 perspectives sur le dysfonctionnement familial, à savoir l'approche organiciste, l'approche contextualiste, l'approche psychodynamique et l'approche de l'interactionniste. Cette étude fournira aux décideurs politiques une base de données actualisée sur l'interconnexion entre la déperdition scolaire et le dysfonctionnement familial. Cette étude servira aussi à décrire la dimension sociale des interactions interindividuelles. Et, en dernier lieu, cette étude aidera à mettre en place de nouvelles structures de protection et de bien-être en faveur des jeunes citoyens. Merci beaucoup. C'est là que s'achève cette présentation. Merci au jury. Merci beaucoup d'avoir pris le soin d'écouter cette présentation. Merci bien. Merci, Harold Robert.
Alors, merci pour ton exposé assez clair, mais tu as une voix un peu, je ne dirais pas monotone, mais sur le même ton. Tu n'as pas, tu n'as pas pris du souffle et tu n'as pas cherché à nous réveiller, même si on a entendu très bien. Hein, moi, j'ai bien compris, j'ai bien entendu. Mais enfin, je pense que comme tu sais, l'exercice, c'est pas seulement un exercice écrit, hein, c'est aussi un exercice oral et même un exercice de présentation des étudiants. On veut voir s'il y en a qui viennent nous voir avec le buste nu ou à n'importe comment. Là, tu as respecté les règles de la présentation. Et l'oral est important. Hein. Donc, sois plus percutant dans tes répliques, dans tes réponses tout à l'heure. D'accord? Mais je te remercie pour ta présentation. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au rapporteur, hein, qui est notre collègue le docteur Patrick François. Puis ensuite, je passe la parole au docteur Nelson Sylvestre. Docteur Patrick François, tu as la parole. Merci, chers collègues. Bonsoir, bonjour à tous. Merci, Monsieur Robert, pour ce privilège de pouvoir évaluer votre travail portant sur un sujet en gouvernance éducative. C'est un champ très particulier, c'est un champ qui m'est très cher aussi, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais faire ce travail de rapporteur. C'est intéressant parce que vous abordez un sujet assez original, en tout cas qui n'a pas été abordé jusqu'au moment où nous parlons, en tout cas pas à ma connaissance. Hein. Et sur la question de déperdition scolaire et sur le rôle à la fois de l'école comme institution, mais aussi de la famille. Est-ce que c'est ça la question, en tout cas, qui me semble posée dans ce travail? Est-ce que les parents et surtout l'école n'ont pas un rôle non négligeable dans le fait que des élèves abandonnent l'institution scolaire? Question très intéressante. Abordée sous un angle, en gros, comment l'État peut prendre en charge tout ça. Et aussi sur l'aide qui est apportée par une ONG états-unienne, notamment compétition scolaire, c'est-à-dire comment l'école, même si la famille peut... Bon, c'est un travail empirique, réalisé sur une population de 39 élèves de la commune de Delma. Et vous avez privilégié dans votre étude la théorie interactionniste, que vous parlez plutôt de narration. Et je remarquais aussi à un certain moment, vous avez également posé la question de la langue. C'est vrai, il y a les problèmes familiaux, mais à lire votre travail de plus près, il y a la question de la langue française que vous considérez comme aussi un carburant à la déperdition scolaire. C'est un travail intéressant sur lequel il y a quand même quelques remarques. Première remarque, vous parlez de déperdition scolaire, mais à aucun moment vous n'avez défini qu'est-ce que c'était. Ni essayer de construire ça, parce que vous le dites très clair hein, dans votre méthodologie, que vous allez faire un travail empirique. Mais vous nous dites tout simplement, dès l'introduction, déjà dans le résumé, vous nous dites que bon, c'est un problème universel. Mais vous ne dites pas en quoi est-ce un problème et pourquoi c'est un problème et de quel point de vue. Vous considérez qu'il y a un problème. Et ensuite,
bon, vous passez bon, les différents termes, etc., et que vous considérez comme problématiques. À un moment donné, vous nous parlez aussi d'enquête. Vous dites la narration, mais je crois comprendre qu'il y a plutôt on pourrait appeler focus group ou même de l'observation participante où vous faites parler des élèves. Ce que vous faites, vous nous rapportez tout ça, mais aussi autre chose, c'est que ces matériaux que vous avez recueillis ne sont pas utilisés dans votre travail. Donc, ce qui m'amène à vous poser cette question, pourquoi faire une enquête si on ne va pas l'utiliser dans son travail? Une deuxième question, et je m'arrête là, est-ce que vous pensez effectivement la langue française est un problème et ça peut constituer un élément dans ce phénomène de déperdition scolaire? Voilà, 2 questions. Je ne vous entends pas, Fred. Votre micro est coupé. Oui, oui, merci. Non, 2 questions, je disais 2 questions, mais qui sont chargées de sens et de rebondissement, sans doute. Donc, avec les 2, on est déjà bien parti. Alors, Harold, lorsque le rapporteur intervenait, tu avais levé la main. Tu voulais faire une précision ou quoi? Oui, justement, Dr. Fred. Alors, c'est parce que pendant que Dr. Patrick faisait son intervention, donc il y avait des interruptions. Alors, je n'ai pas tout saisi. Ok. D'accord. Mais tu as fait 2 questions au moins? Oui, j'ai noté les 2 questions. Ok. D'accord. Bon, dans le débat, tu vas revenir sur là où ça s'est arrêté. Docteur Nelson Sylvestre, tu peux intervenir? Merci. Merci, cher Fred, pour la parole accordée. Mon cher Patrick, ça fait une année-lumière. Mon cher, on en reparle, hein, parce que ça fait longtemps. Avec plaisir, avec plaisir. Pas de problème. Très bien. Alors, dans ce jury-là, je suis comme un associé du professeur Whistler Lindor, et je vais tout simplement lire ses réflexions qu'il m'a envoyées, et uniquement, donc je demanderai à Harold de prêter attention, parce qu'il s'adresse à toi et également aux membres du jury. Alors, je lis, et réflexion sur le mémoire de Robert Harold. Chers collègues du jury, chers auditeurs, je vous souhaite le bonjour. Les étudiants mettent des bouchées doubles seulement quand la date de soutenance s'amène sur la pointe des pieds. Il n'est pas recommandé de déposer le mémoire le jour même de la finalisation de sa rédaction. L'épuration du document de mémoire est une activité de plusieurs jours. Rien ne sert de courir, il ne faut pas s'arrêter en chemin. C'est juste pour rappeler que écrire est humain, éditer est divin, ce qui aurait réduit à néant les possibilités de blesser les yeux du lecteur sur des fautes d'orthographe. L'étudiant m'a promis plusieurs textes que quelques heures précédant la date et l'heure d'échéance pour le dépôt. En conséquence, je n'ai pas eu le temps de tout relire avant de retourner le texte à l'étudiant. Mais je sais globalement que la production est de bonne facture.
À mon humble avis, j'ai transféré plusieurs habiletés à Harold Robert. A. Je ne suis pas un champion de la question de départ. J'ai engagé l'étudiant à approcher la revue de littérature avec un œil critique pour construire la problématique comme point de départ. La question de recherche est une production de la problématique. L'étudiant a appris que la question de recherche n'est pas sortie de nulle part ou tombée du ciel. Une fois formulée, il faut la placer dans un cadre théorique pour identifier le ou les concepts clés qui vont guider l'investigation sur le réel. B. J'ai initié Harold à l'analyse rhétorique de discours et principalement l'analyse pentadique dont il est désormais un expert en herbe. C. J'ai aussi transposé des habiletés de développer des analyses descriptives et interprétatives des données qualitatives. J'ai présenté un exemple de modèle d'analyse et Harold a pu rapidement enchaîner avec ses propres analyses usant de la base des données. Je serai souvenu comme un encadreur pointillé mais flexible. Je suis un professionnel responsable pour vous dire qu'il m'est inconcevable de faire une lecture diagonale du mémoire et des textes qui me sont soumis. En revanche, je me donne le devoir de tout lire, d'enlever des scories et des verbiages. Je procède comme un organisateur et un éditeur, polissant et repolissant. J'ai compris l'enjeu de la rédaction. L'étudiant avait besoin de temps pour digérer la rigueur des nombreuses règles que j'ai essayé de lui instiller. C'était une routine pour moi, mais une nouveauté pour lui. Je serai aussi souvenu comme celui qui a introduit une réflexion critique sur la méthodologie qui a été appliquée. Ceci a permis de réfléchir sur ce qu'est un instrument de mesure et sur ce qu'elle ne peut mesurer pas. Et aussi une prise de conscience du chercheur qui applique cet instrument. On se souviendra de moi comme celui qui a insisté à ce que les résultats soient présentés en 2 chapitres. Un chapitre d'analyse descriptive et un chapitre d'analyse interprétative. On constate, lorsqu'on décrit les données, on découvre les aspects visibles et concrets, palpables du phénomène étudié. Mais l'analyse interprétative permet de percevoir les aspects abstraits ou cachés du phénomène étudié, donc d'éviter ce que les experts en méthodologie appellent le syndrome de l'imposteur. Chers auditeurs, j'ai été personnellement sur le banc des apprenants. Dans mes pratiques, j'ai eu à utiliser des théories de grande et moyenne portée, mais pas des micro-théories. C'est la première fois que j'ai été introduit à une micro-théorie de la trempe de l'interréactionnisme qui a connu des jours glorieux aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Il est à remarquer que cette recherche est de type exploratoire. Il n'y a pas une hypothèse de départ parce que le but de cette recherche était de faire des découvertes. En ce sens, il n'y a rien de blanc et noir. On ne peut pas anticiper ce que les données collectées relèveront. J'ai été tombé des nuages de constater que la déperdition scolaire pourrait être étudiée comme la conséquence d'interactions entre élèves et leurs parents, leurs pairs et le personnel de l'administration scolaire. Cette recherche présente l'évidence que l'enfer, c'est les autres. Il a cité Jean-Paul Sartre. Autrement dit, si une situation infernale se développe à l'école ou à la maison, il est plausible que la conséquence soit une déperdition scolaire.
C'est un appel à l'action pour chacun de vous de promouvoir une atmosphère paisible à la maison pour impacter positivement la scolarité de vos enfants. À bon entendeur, salut et merci, professeur Whistler Lindor. Bon, ce n'était pas une dictée, c'était tout simplement une lecture. Et je veux croire que la lecture a été plus ou moins acceptable. Oui. Et c'est cela uniquement ce que j'avais à faire dans le cadre de ce jury. Merci beaucoup. Merci, docteur Nelson Sylvestre. Oui, alors, je rebondis sur ta lecture pour rappeler aux étudiants qu'il y a des règles et visiblement, le candidat a dû prendre le canevas de présentation des mémoires qu'on a distribué depuis le mois d'octobre, novembre, parce que c'est en début d'année qu'on commence les séminaires avec les étudiants de Master 2 pour leur dire comment présenter une bibliographie, comment aborder la méthodologie, les hypothèses de recherche, les objectifs, etc. Et on leur donne le canevas, pour leur dire chapitre 1, section 1, paragraphe 1, 2, 3, après section 2. En fait, les choses sont claires. Hein? Donc, je comprends à la lecture du docteur Nelson que, effectivement, ça se voit dans le texte que j'ai vu. Et l'impétrant s'est réveillé au dernier moment. Il a laissé le mois d'octobre passer, alors que depuis, avant de s'inscrire, on sait qu'il y a un mémoire à faire. Hein. Avant de s'inscrire, on sait qu'il y a un mémoire à faire en Master 2. Donc, l'étudiant a dû laisser passer le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier, le mois de février. Et puis, il a dû se réveiller vers le mois de mai ou juin, puisque, comme dit le docteur Whistler Lindor, qui nous a envoyé son message, tu t'es réveillé au dernier moment, Harold. Et on ne fait pas un mémoire sérieux en un mois ou deux. Impossible. En un mois ou deux. On le fait dès le mois d'octobre-novembre et on fait un corps à corps avec son directeur qui corrige, qui nous renvoie, qui nous corrige, qui nous renvoie. Parce que si tu avais commencé depuis le mois d'octobre ou novembre à aller voir décembre, en tout cas pas en mai ou en juin, tu aurais vu que il y a des règles à respecter, tu aurais au moins vu ça. Et lui, le directeur de mémoire, t'aurait encadré, t'aurait accompagné. Parce que je suis prêt à parler, mais enfin, c'est pas l'heure de faire des paris. Mais je suis prêt à parler parce que tu n'as même pas ouvert le cadenas de présentation des mémoires. Parce que si tu l'avais ouvert, tu aurais vu qu'on ne numérote pas le travail de cette manière-là. C'est 1.2.3, 1.2.4, 1.2.7, 3.1. Non. Là, tu aurais vu que ça n'existe pas. Dans les cabinets d'études, sans doute, mais pas chez nous. Et nous, il y a une manière de présenter les choses. Et nous y tenons. Afin que, si nous avons 100 un jour, 100 soutenances, que chaque étudiant ne vienne pas avec sa présentation. Sinon, c'est ingérable. Donc, tu aurais vu que la numérotation n'est pas bonne. Tu aurais vu qu'on passe, on le dit dans le canevas, qu'on passe à la page suivante pour chaque chapitre. On ne continue pas un chapitre à la queue leu de la dernière phrase. On passe à la page suivante. Ça, c'est le b.a.-ba. Tu aurais vu aussi qu'on appelle table des matières et non pas table des contenus. Table des matières. Tu aurais vu aussi qu'on parle de bibliographie et non pas de référence à la place du mot bibliographie. Et en tout cas, pour rester sur la bibliographie, je dirais qu'il y a une bonne revue de la littérature. Il y a une bonne revue de la littérature et des références assez récentes.
Mais je ne suis pas sûr, j'ai fait quelques tests pour voir, mais comme ils sont nombreux, je ne suis pas sûr que tout ce qui est dans la bibliographie se retrouve dans le texte. Tout ce qui est dans le texte doit être dans la bibliographie. Tout ce qui est dans la bibliographie, on doit être en mesure de le retrouver dans le texte. Donc, là, dans un premier temps, on va te donner la parole pour répondre aussi bien à ton rapporteur, puis aux quelques éléments que nous a lus le docteur Sylvestre, puis à mes remarques, je veux bien intervenir là-dessus. Et on va arriver sur le fond dès les questions du docteur Patrick François. Je t'écoute, tu as la parole. Nous t'écoutons, tu as la parole. Merci, cher membre du jury. Alors, si je fais référence à quelques remarques qui ont été soulevées, et d'abord par le Dr Patrick, et encore plus par la lecture que le Dr Sylvestre avait faite concernant la réflexion du Dr Lindor. Alors, je dois dire, quand nous parlons de la déperdition scolaire, eh bien, c'est un phénomène qui se réfère à des élèves qui quittent le système éducatif avant d'avoir terminé le cycle d'études qu'ils ont commencé, sans pouvoir obtenir de diplôme ou de qualifications. Maintenant, Dr Patrick avait posé cette question, c'est est-ce que la langue française constitue un problème ou encore une cause de déperdition scolaire? Je crois que la langue française en soi ne saurait être une cause de déperdition scolaire, mais en référence à ce travail, la façon dont la langue est enseignée par l'enseignant, ou encore les méthodes utilisées par l'enseignant pour dispenser son cours de français, cela peut constituer une cause de déperdition scolaire. D'ailleurs, dans les récits des élèves, certains l'ont dit, donc ils n'ont pas aimé la façon dont les professeurs dispensent certains cours. Et puisqu'ils s'ennuient avec ces méthodes pédagogiques des enseignants, donc ils sont obligés de laisser l'école. Et la deuxième question du docteur Patrick, c'était pourquoi mener une enquête sans pouvoir utiliser les instruments de mesure. Et je m'attendais certainement à cette question, mais permettez-moi, s'il vous plaît, chers membres du jury, en signe de respect pour mon accompagnateur, pour mon directeur de mémoire, et encore malheureusement, il n'est pas présent. Donc, je me sens dans l'embarras de répondre à cette question. Puisque mon directeur de mémoire n'est pas présent, il n'est pas là. Donc, c'est vrai, il a fait des remarques pertinentes dans son transfert au docteur Nelson Sylvestre. Mais sincèrement, je me sens dans l'embarras de répondre à cette question. Parce que tout simplement, mon directeur de mémoire, il n'est pas là. Il est vrai qu'il a fait des remarques vraies et se réveiller au dernier moment pour produire ce travail, comme l'un de vous l'a mentionné, eh bien, je le dis dans la méthodologie. Dans la zone de l'étude, eh bien, c'était une zone très difficile. Encore, c'est une zone très difficile, puisque je vis à Port-au-Prince, dans des zones métropolitaines. Et les enquêtés, aller sur le terrain, parler aux enquêtés, c'était au péril de ma vie. J'ai dû prendre plusieurs rendez-vous pour parler aux enquêtés, pour parler aux élèves concernés, et c'est après plusieurs rendez-vous et cela s'était réalisé. Donc, ce n'était pas facile du tout de mener cette étude de terrain. Alors, toute étude de terrain a toujours des stratégies, des activités à prendre en compte, mais c'était au péril même de ma vie et des fois sous le coup des balles. Donc, cela a dû transporter ou encore modifier quelques dates dans mon calendrier de travail. Donc, c'est vrai que ce travail final a été déposé au dernier moment, effectivement, mais ce n'était pas une négligence de ma part. Merci bien.
Oui. Quelle est la question à laquelle tu ne peux pas répondre en l'absence? Reprends la question pour voir si tu as bien compris la question du docteur François. Tu dis qu'il y a une question à laquelle tu ne peux pas répondre. Oui, oui. Alors, la question c'est, alors pourquoi les outils de recherche n'ont pas, alors ne sont pas dans le texte, ne sont pas annexés dans le mémoire. C'est ça la question, si j'ai bien compris. J'ai parlé de grille d'entretien, j'ai parlé je passe la parole au docteur Patrick François. Merci, Monsieur le Président. Et je vous avais posé cette question formulée comme je l'avais fait, mais derrière cette question, il y avait une autre question parce que je pensais que votre directeur allait l'aborder, mais dans le document qu'il a fait passer au docteur Nelson Sylvestre, il l'a soulevé. Je ne comprends pas que vous alliez sur le terrain et sans hypothèse de travail. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher exactement? Et dans votre travail, vous voyez, et j'ai pris le temps de le lire, de le relire, et j'ai l'impression à un moment donné, ça part dans tous les sens. Pourquoi ça part dans tous les sens? Parce qu'il n'y a pas de question de départ. Vous comprenez? Donc, à partir de là, vous avez du mal à réutiliser les matériaux que vous avez collectés sur le terrain. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas question de recherche, nécessairement, vous ne pouvez pas avoir d'hypothèse de travail. Et j'ai comme l'impression, et comme ça arrive souvent dans les mémoires, que vous faites plus un travail de plaidoyer qu'autre chose. Oui, je ne voulais pas le dire comme ça, du fait du problème du pointage du français, mais j'ai l'impression que j'ai eu affaire parfois dans ton propos et dans tes écrits à un militant. Un militant, ça m'a gêné parfois. Mais je voulais plus de clarification avant de le dire. Mais tu peux réagir à la remarque du docteur François. Oui, docteur Fred. Alors, la question qui a été soulevée, ou encore la question de recherche, c'est quel sens les élèves attribuent-ils à la déperdition scolaire et au dysfonctionnement familial? C'est cette question qui est mentionnée dans le travail. Et sur le docteur François va reprendre la parole, mais sur le problème du français, je n'ai pas été très convaincu de ta réponse. Tu peux reprendre, parce que dans le mot du docteur Wessler, les dents, la citation qu'il prend l'enfer, c'est les autres. J'ai l'impression que c'est lié. C'est lié à cette question-là. Mais je n'ai pas bien compris ta réponse, si tu peux la reprendre, à la question du docteur François concernant le rôle du français dans la déperdition. D'accord. Alors, j'avais répondu pour dire ceci que, alors, ce n'est pas la langue française en soi qui constitue, donc qui peut être considéré comme étant un facteur de déperdition scolaire. Mais la façon dont la langue est enseignée, ou encore la pédagogie utilisée pour enseigner cette langue, peut constituer une cause de déperdition scolaire. Mais l'enseignement est fait en français. L'enseignement est fait en français dès la 4e année de l'école fondamentale. Même pas dès la 4e année, dès la 2e, 3e année de l'école fondamentale. C'est inscrit dans la réforme de 1979. Vous comprenez? De la réforme de 1979, c'est le début qui devait être fait en créole. Et à partir de la 2e année, on allait apprendre le français comme langue étrangère. Et à la 3e année, on a le français comme langue officielle ou nationale, comme vous voulez, à côté du créole.
C'est ça, l'esprit de la réforme. Et c'est ce qui se dit dans toutes les réformes hein, qu'on a proposées depuis 1979. Or, ce que je constate aujourd'hui, et surtout parmi les étudiants qui travaillent sur la question du français et de l'usage du français dans l'enseignement en Haïti, ou bien qui posent la question de la déperdition scolaire. Mais attendez, je ne vais pas vous blâmer parce que vous ne dites pas uniquement le français, vous considérez qu'il y a d'autres raisons liées à des problèmes familiaux ou même du milieu scolaire. Bon, ok. Mais la question de la langue française revient souvent. Vous dites, bon, écoutez, on ne veut pas. Mais une réflexion personnelle. Il n'y a pas de problème à enseigner le créole, mais dites-vous bien, et je suis créolophone, et je défends la langue créole aussi, mais c'est une langue assez particulière. Bien sûr, on peut faire de la langue créole une langue scientifique, ça va se faire, mais regardez bien, tous les pays qui ont une langue particulière, comme nous autres créolophones, ils ont aussi une langue internationale. Par exemple, les Allemands, les Italiens parlent couramment anglais. Les Antillais aussi. Les Antillais aussi. Oui, ils parlent couramment français. Donc, est-ce que nous, aujourd'hui, le débat, est-ce que derrière cette idée, parce que je vois qu'il y a dans de votre étude, compassion internationale, est-ce que il n'y a pas la volonté de substituer une langue à une autre langue? Ça peut se faire. Ils l'ont fait au Rwanda. Mais dites-vous bien, vous n'allez jamais faire de la science uniquement avec la langue créole. Après, nous sommes en zone créolophone, hein, ce n'est pas un plaidoyer pour la langue française du tout. J'ai même demandé il y a quelque temps à l'université d'État. Bon, c'est fait déjà, hein, je ne savais pas. Eh bien, pourquoi ne pas demander aux étudiants de présenter leur mémoire en créole? Pourquoi pas? Bon, ça peut se faire. Ou bien en créole et en français les deux. Mais je ne pense pas, je vous donne mon avis, que la langue française, c'est l'une des raisons de la déperdition scolaire. C'est vrai, je reconnais aussi parce qu'il y a un mémoire que j'accompagne ailleurs avec un étudiant qui essaye de voir quel est le niveau de français quand on quitte les villes. Est-ce que les enseignants aujourd'hui dans les campagnes utilisent plus le français ou le créole? Est-ce que d'ailleurs ils maîtrisent la langue française encore? Donc, voilà une question qui est posée, dont je n'ai pas encore la réponse. Hein. Moi, je ne sais pas si je peux me permettre, je ne suis pas de la discipline sciences de l'éducation. Hein. C'est bien pour ça que c'est le docteur Patrick François qui est convoqué dans cette, si on peut dire, dans ce jury, en tant que prof de sciences de l'éducation. Je ne suis pas du tout spécialiste de sciences de l'éducation, mais je veux rebondir sur le premier point. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis créolophone comme le docteur Patrick François. Comme toi aussi, Harold. Je suis créolophone et j'ai une langue internationale. Mais à aucun moment, la langue internationale ne nous empêche de parler le créole. Hein. Tout à fait. Et le créole ne nous empêche pas de parler bien le français. Tu vas avoir un enfant de 3 ans, 4 ans ou 10 ans, il parle le français aussi bien qu'il parle le créole. Pourquoi? Parce que les deux langues cohabitent. L'une n'est pas en collision avec l'autre. Et je pense que c'est plus par là qu'il y a le problème. Pourquoi mettre en opposition, en affrontement? Pourquoi créer une ambiance confrontationnelle entre les deux langues alors que les deux, c'est un enrichissement? Moi, je ne veux pas qu'on m'empêche de parler le créole, mais je ne veux pas non plus qu'on m'empêche de parler le français.
C'est si simple que ça. Les deux font partie de ma richesse. Et donc, quand le docteur Patrick François dit qu'on peut, les étudiants peuvent écrire leur mémoire en créole, c'est sans doute bien. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de limiter la portée du travail? Est-ce qu'on parle du principe qu'il y a autant de gens qui parlent le créole haïtien que de gens qui parlent le français et comprennent le français? Dans les francophones, ils sont 300 millions. Dans la francophonie, ils sont 300 millions à parler le français. Je ne parle même pas de ceux qui sont anglophones ou hispanophones ou russophones, qui parlent aussi le français. Donc, si on met tout ça dans le lot, on est à plus de 300 millions à parler le français. Est-ce que la rédaction de mémoire en français va contribuer plus à l'émergence, à l'avancée de la science que mémoire écrit en créole? Sachant qu'en le mettant en français, on n'exclut pas les créolophones, puisque les créolophones, haïtiens, sont à la fois francophones aussi. Donc, on n'exclut pas les créolophones quand on l'écrit en français. Donc, je pense que c'est pas la bonne manière de voir le débat. Hein. C'est pas Sartre, la citation de Sartre est bienvenue, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Et moi je crois que, moi je n'ai aucun problème, moi je parle couramment le créole, mais quand je suis dans une université et que je veux que les gens avancent, je veux que les gens soient universels, hein, et non pas repliés sur lui-même, je parle la langue universelle, c'est-à-dire universelle dans le sens où elle porte le plus. Elle apporte le plus. Alors, pour confirmer l'approche, tout le monde connaît Aimé Césaire, le poème, je ne vais pas apprendre Aimé Césaire au docteur Patrick François, qui connaît très bien ces auteurs-là, mais Aimé Césaire dit, choisis toujours le plus, en parlant des langues, je choisis toujours le plus large contre le plus étroit. Je choisis toujours le plus large contre le plus étroit. C'est tout. Est-ce qu'on veut contribuer à l'universel ou on veut contribuer uniquement à notre pays, à notre ville, à notre quartier, à notre rue? Et ça, tout le problème de l'universel, c'est l'universalité. L'universel, et c'est l'université. L'universel, l'universalité, l'université. Et c'est ça la culture, la connaissance. Sans vouloir m'enlever une seule plume de mon créole. Je parle, je crois parfaitement, je parle de mon créole à moi, je suis créolophone comme tout. Je ne dis pas que c'est parler le créole haïtien, c'est pas ce que je dis. Je parle de mon créole à moi. Donc le débat là, on te demande de réagir à ce débat, puisque le débat sur ton directeur n'est pas là. Donc on profite pour clarifier les choses qui peuvent t'aider à passer notre cap, parce que j'ai eu l'impression que tu as fait un travail de militant ou de propagandiste, je ne sais rien, on va voir ton directeur, mais tu as une remarque sur la forme. Maintenant, dans le fond, dans le débat, ça peut apporter à l'aménagement que tu auras à faire avec ton directeur. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui a été dit? Alors, merci pour les différentes remarques. Alors, je n'ai pas saisi la dernière phrase que tu as précisée. Non, mais quand je te disais, Aimé Césaire, n'oublie pas que c'est quelqu'un qui a été proposé à l'Académie française, hein, et qui parle le créole. Il ne faut pas perdre ça de vue, je ne sais pas n'importe quel créolophone ou n'importe quel francophone, hein, dont on parle là. On parle du top niveau de la langue française. Mais pourtant, on regarde son approche des choses. Il ne veut pas qu'on lui enlève le créole, mais il dit qu'il choisit toujours le plus large contre le plus étroit. Il écrit en français. Pourquoi? Parce que c'est l'universel. Pour l'universel, dans son sens, c'est le plus large. D'accord. Donc, par rapport à tout ce débat, je disais,
aurait aimé, en dehors de tout ce que tu vas faire avec ton directeur de mémoire et les remarques qui ont été faites, et les remarques que le docteur François a déjà évoquées, on te demande quelle est ta réaction sur le débat qui s'est installé. D'accord, merci. Alors, j'ai pris note des différentes remarques. Donc, je promets que je vais travailler sur ces remarques afin de peaufiner ce travail, encore afin de le parfaire et pour sa soumission définitive. Donc, merci beaucoup parce que vous avez pris du temps à soulever quelques éléments pertinents, quelques points pertinents qui devraient être soit inscrits ou modifiés dans ce travail ou encore abordés d'une autre façon dans ce travail. Et moi, en tant qu'étudiant, donc je promets que je vais me focaliser sur ces remarques-là afin de les corriger. Donc, merci beaucoup. Non, mais concernant l'enquête que tu as faite sur le terrain, en fait, je rebondis sur la question du docteur François. Docteur François, sur le questionnaire, l'enquête. Oui. Alors, oui, ça c'est important quand même. La remarque je ne suis pas directeur de mémoire, hein, mais j'ai l'impression que le problème qu'a soulevé le docteur François a son importance quand même. Oui, alors j'ai saisi la question du docteur François. Alors, quand je dis en signe de respect pour mon directeur de mémoire, donc je me sens dans l'embarras de répondre à cette question puisqu'il n'est pas là. Donc, ce serait un signe de, je dirais, donc sincèrement, je suis dans l'embarras puisqu'il n'est pas là. Docteur François, tu as quelque chose à rajouter? Bon, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est quand même un travail de Master 2. Oui. Il y a une exigence académique que je ne trouve pas là-dedans. Et il n'y a pas de question de recherche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fil conducteur. C'est vrai, il y a beaucoup d'éléments de théorie, mais on ne sait pas à quoi ça nous mène. Donc, il n'y a pas de question de recherche, il n'y a pas d'hypothèse de travail. Il y a une enquête, mais une enquête pour une enquête. Donc, c'est plutôt des témoignages pour corroborer une idée. Dit autrement, il n'y a pas vraiment de mémoire, de mon point de vue. Oui, et pour qu'il y ait un bon mémoire, il faut qu'il y ait un directeur. Et quand on ne voit pas son directeur, il n'y a pas de direction. En tout cas, je suis désolé, Monsieur Robert, je vous dis les choses telles que je les ressens, telles que je les vois. En disant ça, ce n'est pas un problème avec vous en tant que personne. Là, je réagis en tant qu'universitaire. Il y a un travail qui n'est pas fait. Donc, on va demander à Harold Robert, comme son directeur le lui a proposé à la lecture du docteur Nelson Sylvestre, comme son directeur lui a proposé de faire un corps à corps plus soutenu avec lui et de ne pas disparaître et réapparaître au dernier délai, quoi. Si tu travailles en collaboration avec ton directeur de recherche et qui s'y connaît en la matière, hein, il pourrait te guider. Hein. Il ne faut pas disparaître et réapparaître jusqu'il te donne son aval. Hein. Tu vois qu'il l'a mal pris. Si tu sais décoder entre les lignes ce qu'il a écrit, tu vois bien que ton directeur n'a pas apprécié ta disparition, ou plutôt ta réapparition tardive. Hein. Il n'a pas beaucoup apprécié. Donc, ce que je te propose, c'est que on va lever la séance, tu vas te rapprocher de ton directeur et tu ne pourras qu'améliorer ce travail. Ce travail, si tu travailles avec ton directeur de recherche, ce travail ne peut pas ne pas s'améliorer. Il va s'améliorer. Il y a du matériau, il y a des choses. Visiblement, tu es un professionnel de la question.
un professionnel de ces choses-là. Donc, tu ne peux qu'améliorer ton travail. Tu as perdu la chance de profiter de lui de novembre à août, ou enfin à mai-juin quand tu as parlé au dernier moment. Tu as perdu l'occasion de profiter de lui. Maintenant, réagis, fais du corps à corps, surtout qu'il te l'a écrit. Donc, il n'attend que toi, quoi. Donc, puisqu'il n'attend que toi, fais la démarche. D'accord? Donc, je ne sais pas si le docteur Nelson veut dire quelque chose avant de lever la séance, si le docteur Patrick François veut dire quelque chose avant que je ne... Le docteur Nelson n'a rien à dire, le docteur Patrick François n'a rien à dire. Est-ce que, Harold, tu as un mot à nous dire? Bon, je dois vous remercier, le corps professoral ainsi que le personnel administratif, donc toute l'équipe de l'IES. Et merci également pour les conseils salutaires que vous avez prodigués en vue de m'encourager à davantage profiler ce travail. Et je vais à la lettre appliquer ces conseils afin de me rapprocher davantage de mon directeur de mémoire et produire un texte de meilleure qualité. Voilà. Moi, je te propose de lui faire un petit mail, que tu as bien pris note de la missive qui a été lue par le docteur Nelson Sylvestre. Tu lui fais un petit mail et tu lui dis que tu aurais aimé, tu as eu des critiques que tu auras dans l'enregistrement de toute manière. Hein. Tu auras tout ça dans l'enregistrement. Et donc, voilà, tu veux reprendre ce travail de façon beaucoup plus soutenue. Voilà. OK? Chers collègues, Dr Nelson, Dr François et Harold, je mets un terme à la rencontre, à cette soutenance. Donc, j'arrête l'enregistrement et je vais passer la main au prochain président. Le prochain président, j'arrête l'enregistrement.